Les marchés boursiers, Wall Street en tête, et même le CAC 40 qui a repassé la barre des 8000 points, quasi euphorique quand même, avec d'ailleurs un Dow Jones qui vient aussi d'établir un nouveau record. Bonjour Jean-François. Bonjour, bonjour à tous. Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis. Juste un mot, on a aussi, c'est bizarre parce qu'on a les bourses qui sont plus haut, on a l'or qui est au plus haut, l'or qui est quasiment en quelques encablures des 3900 $, quasiment 50% de hausse sur l'or. Qu'est-ce que ça nous traduit dans la psychologie? On se dit c'est l'euphorie en même temps, si l'or est au plus haut, ça veut dire qu'il y a des craintes, il y a ce shutdown là auquel nous habitue l'Amérique qui pour l'instant ne fait pas broncher les investisseurs. Vous êtes euphorique ou vous êtes quoi vous? Je crois que ça reflète une part de schizophrénie qu'on a chacun en nous. Effectivement, on a des marchés qui sont complètement écartelés entre finalement des marchés actions qui sont en train d'intégrer un scénario Goldilocks, boucle d'or, où en fait c'est le meilleur des scénarios. C'est la Fed. La Fed baisse ses taux. Voilà, y a pas de, la croissance se tient bien, il n'y a pas de problème sur l'inflation, les tarifs, on arrive à gérer ça, et puis la Fed va baisser ses taux. Et comme les actions sont portées par les titres les plus leveragés, c'est-à-dire la technologie, ça porte beaucoup. Donc on a des actions qui intègrent un marché très rose, et de l'autre côté, vous avez un marché obligataire ou de l'or qui, eux, sont en train de presser une récession, ou en tout cas des gros problèmes à venir. Et donc, le marché obligataire presse une récession? On est aujourd'hui sur des marchés qui pressent plus de 150 points de base de baisse des taux. Si c'était la Fed, la Banque centrale n'aurait pas du tout à baisser ses taux. Donc on a d'un côté des marchés qui appellent, qui attendent en tout cas une baisse des taux très marquée de la Banque centrale américaine. On a des marchés comme l'or, qui sont des valeurs refuges par excellence, qui traditionnellement évoquerait plutôt une situation un peu fébrile, inquiétante avec de la volatilité. Et vous l'avez de l'autre côté, des marchés actions, une volatilité à la fois des marchés actions ou marchés obligataires. L'absence de volatilité d'ailleurs. L'absence de volatilité. Ouais. Alors que quand vous prenez par exemple les indices plus larges que calcule maintenant de façon assez intéressante le FMI sur le degré d'incertitude vis-à-vis de la situation globale, hein, c'est fait avec du big data, avec on regarde un peu dans tout ce qui est les wordings des journaux, sur les réseaux. Quand vous regardez ça, c'est un truc où on est 2 fois plus élevé qu'en 2008, quoi. Donc on a un degré d'incertitude qui est énorme, et d'ailleurs vous et moi on ne sait pas où ça va, on est tous en train de se demander ce qui nous attend demain, et on a vraiment cette schizophrénie des marchés, avec d'un côté les marchés actions qui disent une histoire qui n'est pas du tout la même des autres. Et ça se retrouve... Dans l'histoire, on a toujours connu des divergences entre... Alors oui, mais les corrélations actions-bonds, elles souvent, vraiment, en général, quand les actions montent, les prix des obligations baissent et donc les taux montent. Alors là, c'est complètement l'inverse. Vous avez tout qui va au plus haut en même temps, enfin, qui progresse dans le même sens. Donc on a une corrélation inédite. Et c'est pas très sain. Inédite. Et puis il y en a un des deux qui se trompe. Hein. Alors oui, c'est que quand je disais inédite, c'est rare en tout cas dans l'histoire. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Donc soit c'est l'or qui est trop haut, il y a 4000 $ l'once, soit c'est les actions qui sont au plus haut alors qu'on a plutôt quand même un scénario de stagflation dans ce sens qu'il y a moins de croissance, plus d'inflation aux États-Unis qui s'y confirme, ou des marchés obligataires qui sont un petit peu trop optimistes. L'exemple frappant, c'est quand même ce chiffre d'hier qui prend de l'importance puisqu'on n'aura pas d'autres chiffres avant un moment avec le shutdown. On a les chiffres de création de l'emploi privé qui sont très mauvais. Ouais. Et hop, qu'est-ce qui se passe? Les marchés actions saluent ça par un nouveau plus haut. Bad news is good news. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est une très bonne... Voilà. En fait, ce qui est en train de driver les marchés financiers, c'est de nouveau la réserve Fed américaine. C'est ça le réservoir de valorisation des actions aujourd'hui. C'est en fait le dénominateur de votre discount factor, le fait que les taux vont être plus bas et donc vous pourrez valoriser vos actions de façon plus élevée. Mais ça veut dire quand même, quand vous regardez le cap, quand vous regardez les trucs de Shiller, c'est-à-dire vous comparez la valorisation des actions à la moyenne de leurs profits, ce qui est un peu difficile dans des boîtes qui sont de moins de 10 ans, mais quand vous regardez Google, Amazon, Apple, ça y est, vous pouvez commencer à le faire, on est sur des niveaux qu'on n'a pas vus depuis la bulle Internet. On parle de valorisation. Oui. Les valorisations aujourd'hui à Wall Street dans la tech sont vraiment stratosphériques. Certains disent que c'est comparativement, on est très proche de ce qui s'est passé avant la bulle Internet. En tout cas, il y a plein de choses qui posent question. On a des Palantir qui valent 400 fois les bénéfices. On a une boîte comme Perplexity, voilà, qui porte bien son nom. Vous avez une boîte qui est valorisée, ça y est, 20 milliards de dollars, qui fait 150 millions de bénéfices, qui s'attaque à Google sous IA, mais Google n'a pas attendu Perplexity pour faire de l'IA. Je n'ai rien contre Perplexity. C'est très intéressant leur business model, mais quand même, on a des valorisations qui sont complètement délirantes, très concentrées dans l'IA, avec des choses qui sont parfois un peu circulaires. Ce qui fait monter Nvidia, c'est qu'il prend une part dans OpenAI, qui lui-même finalement a des perspectives de dingue parce que il s'appuie sur les puces Nvidia. Bon, on a des choses parfois un petit peu circulaires. Ce sont des signaux, des clignotants ou des signaux d'alerte qu'il faut regarder malgré une configuration boursière qui est favorable. C'est une très belle année boursière. On le ressent moins
à Paris, puisque le CAC 40 n'est qu'à 8000 points, mais ça fait déjà 8 ou 9% de hausse. Ken a 8000 points, disons, qui avait prévu que le CAC déjà cette année sera à 8000 points. On est quand même sur des choses assez incroyables, hein, des niveaux de valorisation des actions. Et oui, on a eu ce fort rebond, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est un truc assez global. C'est-à-dire que ce n'est pas les gagnants, les perdants de la guerre commerciale. Hein. On voit les actions américaines qui, évidemment, bénéficient de leur, je dirais, du hub d'innovation que représentent les États-Unis. De nouveau, il y a eu un... De nouveau, voilà. À un moment, on disait fait, que ce serait en Chine que ça se jouerait. Ouais. Mais en fait, quand on regarde aujourd'hui, les États-Unis sous-performent grandement la Chine. Hein. Vous avez un indice chinois qui a plus de 40%. On a des indices émergents. Qui part de plus bas. Oui, bien sûr. Mais quelque part, on a quand même des rebonds cette année. Vous parliez de cette année. En fait, les grandes performances de cette année, elles sont plutôt dans les émergents, elles sont plutôt en Chine, elles sont en Amérique latine. On a des trucs qu'on n'attendait pas. Donc c'est vraiment une espèce d'environnement global qui est finalement assez décorrélé d'un environnement, ce que je disais tout à l'heure, très incertain lié à la guerre commerciale. Parce que ce qui expliquait aussi beaucoup que les actions performent, c'est finalement qu'on en avait fini avec cette guerre commerciale pour le meilleur et pour le pire, mais au moins on avait des chiffres, au moins on avait ce 15% pour l'Europe, on avait ces chiffres sur la Chine. Bah, la réalité, elle est un petit peu différente. C'est que ça y est, après la trêve estivale, vous avez 2 nouveaux Trump qui nous déclenchent des tarifs tous les jours sur le bois, sur la pharmacie, sur les films étrangers, sur les cuisines, etc. Donc on retrouve un petit peu cette incertitude qui, normalement, doit peser sur les perspectives bénéficiaires des entreprises, puisque ça veut dire que votre croissance mondiale va être impactée. On peut parler ou pas d'emballement aujourd'hui sur les marchés boursiers, sur les marchés actions ? Alors qu'on a quand même une économie américaine qui se dégrade. Hein. Mais disons qu'il y a 2 choses. C'est pas si pire dans le sens où effectivement les entreprises globalement, et je parlais, hein, c'est quelque chose d'une chose assez globale, y compris en France, on a des entreprises qui sont encore avec des taux de marge, de profitabilité, qui ont profité des taux très bas pour se refinancer à long terme, donc ont des situations financières assez équilibrées. On n'est pas dans un épisode de récession, on n'est pas dans un épisode d'emballement des taux d'intérêt. Donc on a quand même un certain nombre de choses qui, je comprends bien, justifie des marchés actions qui se tiennent, mais de l'autre côté, on a quand même une évolution de la situation qui se confirme être quand même moins bonne que ce qu'on pouvait anticiper. Nous, sur les États-Unis, on vient de les réviser à la hausse. Les États-Unis à 1,8% de croissance cette année en 2025. On vient de 2,8 en 2024, 2,7 en 2023, etc. Donc on est quand même une économie américaine qui perd un point. Vous avez vu les chiffres de l'emploi qui sortent en ce moment. On sent bien qu'il y a une dégradation des chiffres de l'emploi qui est quand même très marquée et qui d'ailleurs justifie que la Fed, malgré une inflation qui monte, baisse les taux. Donc on a quand même un sujet, quoi. On a un sujet Elle sur fera les 150 points de base de baisse de taux d'ici quand d'ailleurs, d'ici l'été prochain? Nous, on dit que ça va jusqu'au printemps prochain. Hein, en avril, elle pourrait être à 3%. On est dans ce camp-là, mais nous, on est justement dans ce camp-là. 3%, donc ça fait 100 points de base. Oui, 125. Donc on est sur quand même une baisse des taux de la Fed qui est assez marquée. Pourquoi ? Parce qu'on considère que quand même, il y a un choc sur l'économie américaine qui n'est pas encore là. C'est ça un petit peu notre propos, c'est qu'aujourd'hui, on voit une économie américaine qui ralentit fort avec des impacts déjà sur l'emploi, mais attention, les droits de douane n'arrivent que maintenant finalement. On les a eu au 1er juillet, au 1er août, on en a eu un petit peu en avril, mais le gros de l'impact sur l'économie américaine, tout ça n'est pas encore dans les prix. Hein. La Fed le dit, je crois qu'on est un peu dans ce camp-là. Attention, on analyse la situation en disant c'est pas si pire finalement cette guerre commerciale. Attention, les effets sont devant nous, sans doute pas derrière. Quelle est, Jean-François, la bourse qui pourrait donner là dans le mauvais sens en premier et qui pourrait pas décrocher mais corriger un petit peu? Est-ce que ce sont les États-Unis, très dépendantes de l'IA, avec toujours ces investissements en centaines de milliards de dollars? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça le sera? Quelle est la bourse qui pourrait, pour le coup, et il y a des saisons de résultats qui vont démarrer un peu partout dans le monde, c'est ça aussi qui peut... Parce qu'il y a emballement, on peut dire qu'il y a emballement sur les marchés actions. Oui, il y a emballement, mais on pourrait dire qu'il y a emballement à Kuala Lumpur. Si Kuala Lumpur se prend un crack demain, personne ne le remarquera. En revanche, oui, la réponse, elle est évidemment, ça viendra des États-Unis. Pourquoi ? Parce que c'est évidemment le stock, les actions qui mènent en termes de corrélation toutes les autres. Hein. On est très très lié aux États-Unis quand même. Et puis vous le dites très bien, c'est un cycle finalement qui est très très lié à l'IA. 400 milliards cette année d'investissement là-dedans, 600 milliards l'année prochaine. Il y a peut-être la moitié de la croissance. Hein. L'acquis de croissance américain, c'est 1,6 la croissance depuis le début de l'année aux États-Unis. Il y a peut-être la moitié de ça qui est due sur les investissements de l'IA et sur les data centers. Si jamais l'étude du MIT qui nous dit que pour 95% des boîtes, pour l'instant l'IA, l'impact sur les earnings, sur les revenus et la profitabilité, c'est 0, là vous commencez à avoir un petit sujet. Ce ne sera pas 0, on est sûrement dans la courbe Angie, l'innovation, etc. Mais tout de même, il peut y avoir un questionnement sur la monétisation de ces investissements. Je le disais tout à l'heure, on est quand même dans un monde un petit peu circulaire. Si on quand même a douté de ça, de la valorisation, de la monétisation, et que dans le même temps, vous avez des Chinois qui reviennent avec un petit côté DeepSeek, c'est-à-dire on a des alternatives, ou Mistral, on a des alternatives beaucoup moins coûteuses, etc. Vous pouvez avoir une petite
questionnement sur la valorisation des actions américaines, qui est évidemment beaucoup plus problématique que les actions françaises, européennes ou de Kuala Lumpur. Donc malgré des bourses au plus haut et qui enchaînent des records, il y a des signes d'alerte qu'il ne faut pas passer sous silence. Oui, je crois qu'il faut être prudent aujourd'hui. Rentrer maintenant sur le marché, c'est un petit peu comme quand on achète du Bitcoin. Il faut avoir foi que ça va continuer à monter. Sinon, effectivement, vous aurez des effets de second tour. Ça se retrouve très bien sur le stablecoin. On pourra en parler une autre fois. Mais il y a des effets très circulaires là-dedans. Il faut quand même un petit peu se méfier des valorisations qui sont quand même assez élevées aux États-Unis. Mais on sent que les investisseurs, on finit là-dessus, restent positionnés sur une poursuite de la hausse d'ici la fin de l'année. Enfin voilà, tout le monde est dans le même sens. Oui, puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une montée des investisseurs particuliers et puis une montée des investisseurs non résidents. Mais le truc le plus intéressant là-dedans, c'est que les gens achètent massivement des actions américaines, mais ils se couvrent massivement contre une baisse du dollar. C'est-à-dire qu'on n'achète plus en dollars, on achète en monnaie domestique. Ça, c'est très intéressant. C'est qu'on ne garde plus le risque du dollar. C'est quelque chose de très, très, très intéressant. Vu ce que les investisseurs se sont mangés depuis le début de l'année, je pense que chat et chaudé craint l'autre. Et ça, c'est nouveau. Des actions qui montent et un dollar qui baisse, ça veut dire beaucoup de choses aussi. Bon. Donc jusqu'à la fin de l'année, on est confiant quand même, on reste confiant. Oui, nous on est confiant, on a des objectifs à 6008 sur le S&P typiquement, donc on n'est pas du tout. Il n'y a pas un paradoxe avec tout ce qu'on vient de dire en disant bon, finalement on est confiant, on reste aussi. Non, mais parce que c'est toujours des questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui va déclencher une correction boursière très forte cette année? Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est un concurrent de Nvidia ou des profit warnings de Nvidia? Parce que moi je pense que c'est plutôt pour ça que ça va venir. Par la micro. C'est la micro qui va arriver, c'est Nvidia qui va nous dire, un peu comme ce qui s'était passé avec Tesla, avec finalement OpenAI, etc. On peut se dire, bah, tiens, finalement, c'est pas si bien que ça, mon truc, je ralentis un peu. C'est de l'accélération, c'est-à-dire de la micro. Mais si on pense à une grosse correction boursière, c'est un événement macroéconomique, bon, bah, la Fed, ils vont probablement baisser leur taux en octobre, les earnings, ils vont continuer à avoir des résultats qui vont, les revenus, les publications de résultats américains, ils vont se tenir encore pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore ce choc. Mais moi, je pense que c'est quand même un truc qu'il faut être plus prudent. Moi, je ne rajouterai pas de billes aujourd'hui dans les actions américaines. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Jean-François Robin, directeur de la recherche économique chez Natixis. Merci. Merci.